Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs de Meta Raconte. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans le plateau de Meta Raconte pour échanger. Aujourd'hui encore, nouvelle histoire, nouvelle invitée. Qui est-elle? Pourquoi elle est là? C'est quoi son histoire? Nous allons ensemble les découvrir. Bonjour Madame Elou. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue dans Meta Raconte. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir en ce jour. Vous pouvez vous présenter afin que nos téléspectateurs puissent vous connaître. Alors, Eloala est une femme mariée depuis maintenant 17 ans, maman de 5 merveilleux enfants, 17, 16, 12, 10 et 7 ans. Elle travaille depuis maintenant plus de 20 ans. C'est une multicasquette, mais spécialement aujourd'hui, vous pouvez me retrouver en tant que directrice générale d'une chaîne télé, qui est donc Canal Studio Satellitaire Télévision, en tant que CEO d'un centre de développement de compétences appelé Quendelia, qui s'occupe principalement des jeunes dans tout ce qui est coaching et formation. Je suis également conseillère en mobilité internationale pour le service public de l'emploi européen. À côté de cela, il est vrai que je suis gospel singer, donc je chante également. Et puis voilà, il suffit que l'on me donne un outil en main pour que je puisse le transformer selon mon humeur du jour. Ok, beaucoup de casquettes. Comment vous faites d'abord pour tout gérer? C'est vrai que tout est une question d'organisation avant tout, mais au-delà de cela, je crois que le mot qui me décrit le plus, c'est passion. Je suis passionnée par tout ce que je fais, je suis passionnée par ce que je vois, je suis passionnée par les autres et j'aime apprendre. Donc du coup, ça ne me gêne pas de porter une casquette d'une minute à une autre et de la changer même s'il le faut, afin de m'adapter ou de m'acculturer à l'environnement dans lequel je me trouve. Ah d'accord. Moi, je suis quand même curieuse de savoir comment est-ce que tout a commencé. Votre histoire à vous étant que jeune, maman, femme, dynamique que vous êtes, l'histoire de votre centre de formation et de là où vous êtes aujourd'hui. C'est quoi votre histoire à vous? Mais là, on risque de passer toute la nuit si je dois vous raconter, va-t-on dire, ma vie. Parce que je pense que celle-ci ne s'abrège pas. Elle ne s'abrège pas parce que je donne du détail et de l'utilité, voire de l'importance à chaque moment de ma vie. Ici, c'est vrai que je suis la troisième d'une famille de 6. J'ai toujours été dynamique, j'ai toujours été un peu fofolle, un peu artiste. Je fais partie de ces enfants sur qui la maman devait crier parce qu'elle s'était changée 25 fois durant la journée, tellement qu'elle voulait défiler à la maison. Dès que je voyais la télécommande ou un peigne, c'était parti devant un miroir pour chanter ou tout simplement pour faire ma petite go, là. Et c'est vrai que de mon parcours, va-t-on dire plutôt académique, j'ai toujours été celle qui savait vendre et se vendre. D'où le fait que j'ai fait un parcours beaucoup plus commercial. J'ai fait les commerciales, sciences économiques, pour passer à du marketing management en graduat et finir avec un master en sciences du travail. Alors, c'est vrai que lorsqu'on cherche un peu à faire le lien avec tout ça, ce qu'il y a au centre, c'est l'humain. Je suis une amoureuse de l'être humain, je suis une amoureuse de ce qu'il peut apporter et donc c'était pour moi pouvoir poursuivre des études qui me permettaient à travers le marketing management d'étudier le comportement. Donc j'étais vraiment dans la psychologie comportementale et en faisant le master en sciences du travail, c'était connaître les besoins pour pouvoir, va-t-on dire, chercher les compétences et les dons que chacun pouvait avoir et les mettre à profit de la société. Et ça, c'est vraiment le parcours, va-t-on dire, académique. Maintenant, pour le professionnel, c'est vrai que j'ai été account manager dans une grosse boîte de télécommunications en Europe. J'ai eu à aller travailler au Canada en étant manager d'une boîte de recrutement. Je suis revenue en travaillant pour le service public de l'emploi européen, où là également, où j'ai eu à faire, vu que je suis ici maintenant, de grosses organisations d'événements de recrutement avec des entreprises extérieures et plus principalement, excusez-moi, européennes. Et je suis donc arrivée ici à Kinshasa. Ça, c'est le tout à coup. Le tout à coup. J'arrive à Kinshasa en 2020. Le jour même où l'on ferme les frontières suite au Covid. Je découvre Kinshasa en étant enfermée, vu que je ne savais plus retourner en Belgique, d'où je venais. Je suis donc restée ici pendant 4 mois. Et c'est là où j'ai commencé à observer
tout ce qui se passait autour de moi, où j'ai eu à fréquenter pas mal de jeunes qui se sentaient fortement, je ne vais pas dire perdus, mais qui ne savaient pas trop quoi faire, comment le faire. Et je me suis dit, ben tiens, si je peux être une aide, si je peux donner des trucs et astuces leur permettant de pouvoir véritablement se développer ou trouver la voie qui leur est leur, fais-le. Parce que j'ai appris une chose en tant que chrétienne, va avec la force que tu as et fais de tout ce que tu as entre les mains ce qu'il y a de meilleur. Et c'est là qu'est venue Kuendelea. Kuendelea qui veut dire avancer en swahili. Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit « Hello, dans la vie, il faut pouvoir semer, briller et avancer ». Et c'est ce que j'ai voulu permettre aux jeunes en créant ce centre de développement de compétences. Et ce centre de développement de compétences est vraiment parti sur l'idée qui était d'aller dans les universités, les écoles supérieures pour motiver, coacher, changer le mindset et faire découvrir à cette jeunesse le panel des métiers existants, le panel des possibilités. Leur dire qu'il était tout à fait possible encore aujourd'hui, malgré ce que nous vivons, de rêver et d'y arriver. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas spécialement parce qu'on est très scolaire, on est très académique dans ce que nous faisons. Et j'ai eu également cette grâce de pouvoir être appelée pour pouvoir diriger la chaîne Canal Studio Satellitaire Télévision que je dirige maintenant depuis 1 an, depuis le 13 octobre exactement l'année dernière. Et à travers cette chaîne, j'ai pu également découvrir quels étaient les besoins véritables en société quant à l'information, parce que nous sommes des transformateurs sociétals pour nous qui travaillons dans les médias ou dans la communication. Et donc l'idée était de pouvoir mettre en avant la culture, l'éducation, la femme, l'entrepreneuriat et le social. Non pas que je mette la politique de côté, mais on est dans la politique, on vit dans la politique, elle nous nourrit tous les jours. Donc à un moment donné, c'est de leur dire, la place, vous l'avez, mais s'il vous plaît, parlons-en moins pour laisser le reste faire enfin surface. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été complète, mais du moins je... Oui, vous avez répondu à la question. Après, en vous entendant parler, apparemment, votre parcours a été aussi simple aussi. C'était clair, vous étiez en Europe, là, vous êtes venu parce que c'est les confinements, observation. Vraiment, c'était simple pour vous, apparemment. Il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple. C'est vrai que je suis née, je peux donner mon âge, hein, je suis née un 22 juillet 1980, en Belgique, oui. J'ai eu à quitter la Belgique à l'âge de 6 ans, pour aller à 6 ans et demi, pour aller à Lubumbashi, donc au Katanga, où là j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, 92-92, lorsqu'il y a eu les pillages, les premiers pillages, massacre des étudiants à Lubumbashi, qui ont fait que je vienne ici à Kinshasa pour un passage très rapide avant de retourner exactement le 4 janvier 1993 en Belgique. Et c'est vrai que je ne suis plus revenue par ici jusqu'en 2020. Alors, c'est vrai que lorsque vous parlez de facilité, je vous dirais que non. Parce que pouvoir s'adapter à un environnement qui est différent du sien, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup au niveau du mindset. On reçoit beaucoup. Et quand je parle d'environnement, je parle même du fait d'être née à l'étranger. Je suis africaine, congolaise, fière de l'être. Mais lorsque vous êtes dans un environnement, va-t-on dire, de caucasiens, vous êtes vite stigmatisé comme étant le bonobo sorti de nulle part. On vous voit avec des rastas, on dit ben tiens, ça ressemble à la queue de cheval. Ou quelqu'un te touche en disant ben tiens, t'as la même couleur que le caca. Donc oui, il y a en effet Est-ce que je vais parler de blessures? Ben oui, mais en tout cas, il y a des mots qui ont eu à me blesser, mais avec lesquels j'ai eu à grandir. Mais à un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait? Soit on dépérit, soit en effet, on essaie de sortir fort de tout cela. Et je me suis dit, et là, je vais le dire, hein, dus ik zal het Nederlands praten, of Engels, speak in English then, falas português, habla espagnol, tout. Donc, c'était vraiment me dire, pour m'acculturer, pour me trouver une place, il fallait que je puisse aller puiser le meilleur de moi. Donc, parler français, anglais, néerlandais, voilà, et toute autre langue qui me permettait de pouvoir en tout cas m'imposer. C'était de me dire, je n'allais pas me contenter de faire des petites études, mais de grandes études. C'est de me dire que je devais absolument viser haut au niveau des postes que je voulais avoir. Et je l'ai fait. Parce qu'en effet, je voulais être respectée. Et tout comme je respectais d'ailleurs, va-t-on dire, mon prochain. Et maintenant, dans le sens inverse, c'est de se dire, j'arrive à Kin, bah, c'est génial parce que je vais pouvoir trouver mes confrères, mes consoeurs. Ah bah tu blagues. Tu as également le même problème, va-t-on dire, véritablement d'intégration. Parce que mon lingala, malheureusement, il est... je crois qu'on se moque assez souvent de moi au bureau quand je commence à parler, même à la maison. J'ai pas un lingala parfait. Ça se voit directement apparemment lorsque je parle que je ne suis pas d'ici. Donc l'intégration a été difficile. C'était d'où vient-elle? Qui est-elle?
Que veut-elle? Ah ouais, elle croit que, bah non, elle ne croit rien du tout, elle est ce qu'elle est. Donc pouvoir être acceptée avec ces différences, je l'ai ressenti à gauche et à droite. Et je t'avoue que c'est pas du tout facile. Là, comme je dis, je suis maman de 5 enfants. Je suis contente que mes enfants aujourd'hui puissent, voilà, je vois les plus jeunes qui te parlent lingala, là, ils sont tout fiers là, de te parler en lingala de temps en temps, ou de parler avec le personnel de maison ou les amis. Et je me dis, waouh, c'est peut-être la chose qui m'a manqué. Bon, je parle swahili parfaitement, hein, c'est pas ça, mais ce qu'eux ont eu, j'aimerais vraiment qu'ils puissent bénéficier de cela et être dans le moule, sans pour autant qu'on puisse voir cette différence qui est, bah tiens, parce qu'ils viennent d'ailleurs. Donc, oui, j'ai eu des moments assez difficiles. Bon, difficiles. Je crois qu'il y a pire aussi. Mais ça fait partie quand même de choses que je ne souhaite à personne. Voilà. Et comment vous avez fait pour vous découvrir? Ça prend du temps. J'ai 43 ans aujourd'hui, ou 43 ans et demi. Je ne suis pas la même qu'il y a 2 ans. Je ne suis pas la même qu'il y a 5 ans. Et je ne pense pas que je serai la même dans 7 ans. Se découvrir est un parcours. Se découvrir, c'est tous les jours. Se découvrir, c'est avec l'environnement dans lequel on est. Parce que lorsqu'on vit dans un cadre bien ficelé, ben, les choses te paraissent totalement normales. Quand tu arrives, je veux dire, en Afrique où il y a coupure d'eau, coupure d'électricité, il pleut, tu as tout d'un coup, tu as l'impression que ça sort des cimetières, toutes les bouteilles qui te disent « Coucou, nous voici, vous nous aviez jeté il y a un bon bout de temps, il serait temps que vous nous ramassiez. » Voilà, quand tu te sens agressé tout le temps, ben, voilà. C'est de la découverte. C'est-à-dire que même les fruits de l'esprit, là, la patience, tu sais, l'amour du prochain, accepter la différence. C'est dire que la découverte de soi, c'est quelque chose de merveilleux, mais qui est frais également. Qui est frais également parce qu'en fait, on arrive à découvrir ses faiblesses les plus profondes, ou même ses douleurs, même ce qu'on a voulu faire enfouir, ressort par moments. Et, mais bon, c'est beau. Et ça nous permet, si vous voulez, de pouvoir se créer son petit monde dans lequel, justement, on va pouvoir émerger et faire fleurir tout cela. Mais il faut pouvoir prendre soin de soi dans cette dite découverte. Voilà. Et donc, c'est vraiment, c'est toute une histoire. Si je dois parler de mon parcours, c'est vrai que, puisqu'on est vraiment là-dedans, j'ai eu à enterrer une de mes filles, qui est en 2009, qui est Anna Grace, elle s'appelait. J'ai jamais, pour moi, la mort, par exemple, c'était un sujet presque tabou. Parce que je suis dans une famille de bons vivants, j'ai un papa, une maman qui sont en bonne santé, des frères et sœurs, etc. Donc c'est vrai que quand, par exemple, cet événement-là est arrivé en 2009, j'ai pu découvrir la force qu'une mère pouvait véritablement avoir, même en enterrant son enfant. Elle venait de naître, elle avait une petite malformation du cœur, et donc du coup, elle a préféré retourner auprès de son père. Et j'ai posé, à un moment donné, quand on est face à des situations comme ça, on perd son, parce que c'était ma deuxième à ce moment-là, on perd son enfant, on se dit mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en bonne santé, j'aimerais en bonne santé, nanana. Et paf, le Saint-Esprit te rappelle que tout ce que tu as ne t'appartient pas au fait. Ça a été la grosse gifle spirituelle que j'ai eue. Quand il m'a dit ton corps n'est qu'un passage, n'est qu'un tunnel, mais tout ce que tu as, les enfants que tu as, ne t'appartiennent pas. Et ça, par contre, dans une des découvertes, ça m'a permis de me détacher de mes enfants. Je les aime, j'aime beaucoup mes enfants, mais je n'ai pas d'amour inconditionnel. Et ça, dans la relation que j'ai avec eux aujourd'hui, c'est une relation qui est vraiment dans la communication et eux le savent. Parce que je leur dis chaque fois, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Mais chaque enfant, chaque personne a son parcours. Moi, mon rôle vis-à-vis de vous était certes de vous donner vie, c'est fait. La seconde des choses est de vous enseigner, de vous apprendre afin que chacun puisse suivre la route qui lui est destinée. Donc c'est vraiment pour vous dire comme quoi ça fait partie en fait de la découverte, la force que l'on peut véritablement avoir. Mais également dans le parcours, c'est que juste après, j'ai eu à découvrir et à rencontrer beaucoup de femmes ayant perdu des enfants. Et je me suis rendu compte que mon rôle à moi était justement de les réconforter, de les soutenir dans cette voie qui était assez, qui est douloureuse. Hein. Aujourd'hui, j'en ris parce que voilà, je crois que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis je suis voilà, j'aime bien rire aussi. Mais c'est pour vous dire comme quoi dans chaque histoire, même douloureuse ou malheureuse, il y a du bon à tirer. Ok. Et comment vous avez fait personnellement pour pouvoir se relever de cette situation? La prière. La prière et le fait d'être bien entouré. Mais la prière. Parce que pour moi, la prière, c'est tout. Et puis,
J'ai comme meilleur ami dont je suis très amoureuse, le Saint-Esprit, encore une fois. Et j'ai un homme qui prie aussi, et puis j'ai une famille qui est très aimante. Donc on est assez solide. Donc je vous avoue, je ne sais pas vous expliquer. C'est quelque chose de tellement qui n'est pas naturel. C'est vrai que j'ai pas fait de deuil directement. Pourquoi? Et quelque chose m'a poussée à m'habiller en blanc tout le temps. Donc je me suis même fait lyncher, donc presque insultant, en disant mais au lieu d'être en noir, de pleurer, de ceci, elle est pimpante tout le temps. Mais quand j'ai su que c'était pour mon bien, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué. Parce que du coup, vous avez tout le monde qui pleure autour de vous. Vous allez arriver en disant mais écoutez, arrêtez de pleurer parce que ce qui s'est passé, c'est pour mon bien. Vous avez vraiment fait ça? Ah oui, je t'habillais en blanc moi tout le temps. Et j'étais pimpante. Ah oui. Écoutez, c'est pour cette raison que je dis la mort, ce qui était tabou aujourd'hui, pour moi, fait partie d'une réalité, d'un processus aussi. Donc à un moment donné, il faut pouvoir l'accepter. Et j'ai appris à l'accepter. J'ai vraiment appris à l'accepter. Donc cette force qui ne se décrit pas, je crois qu'elle est en chacun d'entre nous. Mais tout part de là, tout part de là. Et bien évidemment de l'enseignement que j'ai eu, en tout cas, à travers la parole de Dieu. Alors moi j'ai envie de demander, vous avez toujours été comme ça, aussi confiante, aussi joyeuse, ou il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé dans votre vie pour que vous puissiez devenir la femme que vous êtes aujourd'hui? Alors non, je n'ai pas toujours été comme ça. Non, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai souffert, va-t-on dire, d'un mal-être plus jeune, parce que j'étais un vrai garçon manqué, au fait. Moi, j'étais très peace and love. J'avais les cheveux, moi, quand je faisais des rastas, il fallait au moins que ça reste pendant des mois. Je n'allais pas prendre soin de moi. Je crois que pour moi, la première fois que je me suis maquillée, c'était vraiment à l'âge de 18 ans. Pas avant. Et que dire? Je crois que cette confiance en soi est venue en 2001, donc j'avais 21 ans, après mon premier séjour aux États-Unis, où là j'ai vraiment eu à découvrir la personne que j'étais, où là j'ai pu savoir ce que j'étais capable de faire à travers la voix que j'avais, qui est mon don. Je ne parle pas du fait de chanter, je parle tout simplement que le fait d'avoir la voix que j'ai peut permettre beaucoup de choses, peut ouvrir beaucoup de choses, je possibilise par ma voix, je matérialise par ma voix, je déclare par ma voix, je bénis par ma voix, je guéris par ma voix. Et une fois que j'ai eu à découvrir cela, les choses ont commencé à se construire au fur et à mesure. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La rencontre avec Christ en 2001. Ouais. Où là, il est venu me dire, tu sais que si je suis mort à la croix, c'était pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, en fait. Et le fait d'avoir eu à personnaliser cet amour-là, de me rendre compte que c'était pas pour tout le monde et pour moi, m'a fait élever d'un cran, en fait. Je me suis dit, en fait, je suis une aimée, je suis une choisie. Pourquoi est-ce que j'irais me chercher ailleurs? Et donc, voilà, il y a eu toutes ces choses-là qui, au fur et à mesure, se sont construites. Et cette confiance en soi est venue vraiment au fur et à mesure, jusqu'à la merveilleuse rencontre avec l'homme de ma vie. Ah, d'accord. C'était quand? Alors, c'est une grande histoire. C'était en 2005. Ouais, en 2005. Comment c'était? Enfin, je suis quand même curieuse. Hein, ouais. Un peu trop, je trouve. Comment c'était? Mais écoute, c'est lui qui m'a vue. Il m'a vue, moi personnellement, comme je dis, j'étais ailleurs. Il me voit, il dit à ses potes, c'est elle, je vais l'épouser. C'est elle la femme de ma vie. Lorsqu'il s'est approché de moi et qu'il m'a dit, je veux t'épouser, je lui ai dit, tu n'es qu'un psychopathe. Tu es un malade mental, tu ne sais vraiment pas à qui tu t'adresses. Et j'ai tourné mes talons, je suis partie. Ceci étant, il a persévéré. Mais c'est-à-dire que dans sa persévérance, elle a d'abord été très amicale. D'ailleurs, la preuve, parce que les hommes, ça je t'explique pas, quand ils veulent, ils veulent, il m'a fait croire qu'il avait, non pas croire, il avait en effet des frères. Et il m'a dit, écoute, j'ai pas mal de frères et tout ça à te présenter, donc ce serait bien. Et moi aussi, très enchantée, je dis, ouais, tu me les présenteras. Et je vais choisir dans le lot, parce qu'il y avait une belle brochette de frères, là, 4 qui suivaient. Je vais peut-être choisir et trouver le mien. Et bon, tout ça, c'était une manière, bien sûr, de détourner mon attention beaucoup plus vers lui, afin que je me lâche et que je m'ouvre à sa personne. Et comme je suis une femme de parole, j'ai mon père spirituel, qui est bien sûr aux États-Unis, qui m'avait dit, le jour où tu rencontres l'homme de ta vie, fais-lui le jeu des questions. Le jeu des questions, c'est quoi? Je pose 10 questions et il me les pose également sur une feuille. Des questions qui sont relatives à nos projets de vie.
Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Combien d'enfants? Le travail d'un point de vue professionnel, vraiment des questions bien spécifiques. J'ai des questions à la maison. Et je lui ai dit ceci. Écoute, il n'y a pas spécialement d'amour entre toi et moi, mais vu que je suis une femme de parole, si tu réponds, et je lui ai bien dit à 80% à ce questionnaire, je t'épouse. Donc tout partait d'une parole. Il s'est avéré que cela correspondait exactement à 98%, 98%. Les 2% manquants, c'était sur le nombre d'enfants. Il s'avère que lui en voulait 3, si je ne m'abuse, et moi j'en voulais 5. Exactement. Alors, voilà donc ce qui s'est passé. Nous avons eu ensemble 4 enfants. 4 enfants, j'enlève Kiana, sinon ça aurait fait 5, parce que Kiana est décédée. Cependant, j'ai eu à adopter une merveilleuse fille, d'où le fait que j'en ai 5 aujourd'hui. Voilà. Et donc, du coup, je lui dis, écoute, ce que femme veut, Dieu veut, donc j'ai quand même mes 5 enfants. Non, et donc voilà, donc notre relation c'est basé vraiment là-dessus et sur cette feuille où j'ai eu à dire oui, et les choses se sont enchaînées très rapidement, quoi. Donc, demande en mariage un 30 juin, il m'offre ma bague le 14 juillet, il voit mes parents au mois d'octobre, et au mois de décembre, on était partis, quoi. Dans la même année, la rencontre... On n'a pas le temps, là. Okay. Bon, on s'est dit, on enchaîne. Non, tout est une question de foi. Tout est une question de foi, et ce que Dieu a prévu pour toi se réalise d'une manière ou d'une autre, selon ses plans et en son temps. Ça, c'est une chose quand même très importante à savoir. Et c'est vrai que notre couple, notre relation est basée sur un seul verset, qui est Nombre 14-28, qui dit « Je te ferai selon ce que je t'aurai entendu dire ». Donc c'est vrai que nous déclarons énormément. Et ce que nous déclarons se réalise. Donc voilà. Il y a beaucoup de jeunes dames, sûrement chrétiennes, qui vont nous suivre. Il y en a qui attendent que Dieu puisse leur parler. Dieu ne descend pas de son trône, hein, attention. Hein. Dieu parle à travers certaines personnes, à travers toi, à travers moi. Donc, à un moment donné, au fait, il ne faut pas trop attendre. C'est-à-dire que, tu sais, Dieu dit dans sa parole, je ne réponds pas à vos prières parce que vous demandez mal. Bah, apprenez à ouvrir vos bouches et dites ce que vous voulez, au fait. On est très, et surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on est très sur le flou, sur l'argent, sur le physique. On a des attentes qui vont au-delà d'une réalité. J'aimerais dire à ces jeunes filles, écoutez les filles, sachez ce que vous êtes ou ce que vous valez véritablement. Et par la suite, soyez également en phase avec ce que Dieu attend de vous par rapport à la mission qui est votre. Moi, mon compagnon aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, mais c'est surtout mon accompagnateur de vie. On est entrés dans notre destinée ensemble, tout en sachant que nous avons des missions parallèles, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Il y a la mission qui est personnelle, je devais l'accompagner en tant qu'aide semblable dans certaines de ses obligations, lui pareil dans les miennes, mais lorsqu'on est ensemble, c'est juste explosif. Et à toi qui me regarde ou à vous qui me regardez, j'aimerais vous dire, sachez qui vous êtes, sachez exactement ce à quoi vous êtes appelés et trouvez comment être accompagné. D'accord, merci beaucoup pour ce conseil de la maman mariée depuis 17 ans, s'il vous plaît. Seulement. Donc, ouais. J'ai hâte d'arriver aux 50, 60 ans et tout le reste. Ouais, ça viendra. Yeah. Bon, vous nous avez raconté pas mal d'événements sur votre vie. Moi, j'aimerais bien connaître l'événement qui vous a le plus marqué négativement. Waouh! Surtout que je viens de dire, comme quoi même du négatif, je ressors du positif. Est-ce que je pourrais en parler comme ça? Ben écoute, je vais prendre le décès de Kiana. Oui, je prends le décès de Kiana. Mais encore une fois, comme je dis, voilà, je le dis avec le sourire, donc on risque de dire ça reste une sorcière. Mais non, mais je prends le décès de Kiana parce que j'en ai appris sur la vie, j'en ai appris sur ce qui m'appartient, sur ce qui ne l'est pas, sur ce que Dieu attendait de moi. J'en ai appris sur... quand je vois comment mon aîné, j'ai aimé, mon aîné avait à peine, elle est en 2006-2009, donc 3 ans. Et quand elle a demandé où était sa petite sœur et qu'on lui a dit qu'elle était au ciel, elle a dit quoi, nous aussi on va prendre l'avion pour aller la rejoindre? Je dis non, peut-être pas tout de suite en fait, tu vois. Donc en fait il y a plein d'éléments comiques qui ressortent de tout cela pour dire la vie, il faut la prendre avec ce qu'elle vient, avec ce qu'elle nous offre, hein, de positif et de négatif. Donc je crois que le négatif, c'est le fait qu'il y ait ce détachement-là, cette perte-là, et le fait de ne l'avoir pas connu, ici-bas en tout cas. Donc voilà. Alors, votre plus beau souvenir? Le plus beau? Oui.
Et tant que maman d'abord, femme et aussi dans le monde professionnel, pourquoi pas? Alors, en tant que maman, ben, je crois que chaque grossesse, chaque premier pas, et les premières fois, ils ont pu dire maman, parce que d'abord, c'était papa. Je sais pas pourquoi, alors que c'est moi qui les ai portés 9 mois, qui ai pris toute la graisse qui va avec, là. Les enfants sont jamais reconnaissants. Non, j'ai des enfants, franchement, sans me vanter, hyper cool. Pas casse-tête. En fait, ils ont tout de leur mère, quoi. Ils ont que le nom de leur père, mais ils ont tout de leur mère. S'ils m'entendent. Non, je crois que ça, c'est vraiment mon plus beau souvenir de maman. Et je prie Dieu pour pouvoir les accompagner avec la force qu'il me donne. Voilà, chacun selon sa destinée, là où il est censé être ou aller. Avant que vous puissiez parler de votre souvenir, j'aimerais bien que vous puissiez nous raconter une histoire parce que j'en ai reçu ici des dames qui ont déjà eu des enfants. Après, elles ont toujours, on me dit quand la femme est enceinte, au fait, elle est dans un autre monde. Il y a toujours un truc, il y en a qui ont dit peut-être sur les commentaires, disant que quand elle était enceinte, elle voulait seulement manger le feuille de mangue. Ouais, il y en a. Ouais. Et alors, pour vous, c'est quoi? Oui. Mais au fait, moi, déjà, j'ai eu des grossesses assez particulières. Par exemple, pour mon aîné, j'ai su que j'étais vraiment enceinte qu'à 5 mois et demi. Donc, j'ai pas vraiment vécu toute la période de grossesse, là, comme elles font, là, les 9 mois, etc. J'ai vécu que 3 mois et demi. Donc, vraiment de grossesse, je me suis rendu compte que paf. Et au moment où j'ai su, c'est là où mon petit ventre est sorti et que j'ai eu à accoucher de mon aîné. Donc, grossesse particulière. Pour la seconde, donc peut-être pas Kiana, je vais passer, mais donc Malaïka, donc l'aîné s'appelle Shama. Pour Malaïka, il s'est avéré que là, je ne voulais que du poisson. Rien d'autre que du poisson. Pour le troisième, qui est donc Elia, chose que je ne faisais jamais, c'était makoso, c'est ça? Oui. Les pieds de porc. Oui. Pourtant, c'est un truc quand je voyais qui me dégoûtait comme pas possible. Mais là, je vous finissais une casserole entière que j'aurais pu manger pendant 1 semaine. Ça, c'était pour lui. Et pour le dernier, c'était de la chèvre. Voilà. Chèvre et beaucoup de fraises. Donc, mais c'est vrai que, en fait, ces envies, c'est quelque chose d'inexplicable et même inexprimable. Mais en tout cas, quand tu veux, il faut en tout cas pouvoir répondre à ce désir assez rapidement. Mais bon, ça reste des histoires. C'est surtout pour les hommes qui nous accompagnent, les pauvres. Parce que bon, tu ne sais jamais à quelle heure est-ce que tu vas avoir envie. Hein. Et tu peux avoir envie peut-être à 1h du matin, on te rapporte ça à 1h30, t'as plus envie. Ah ouais, et ça, mon mari, le pauvre, il en a vécu des vertes, des pas bien. Donc, mais bon, il est toujours là, donc ça va. Il a supporté. Okay. Il a vraiment supporté. Donc voilà. Oui. Non, et non, chaque grossesse est unique. Chaque grossesse est unique et c'est vraiment un cadeau du ciel. Donc il faut pouvoir la préserver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup qui sont dans tout ce qui est photo, où on expose le ventre, on expose... Mais je pense que lorsque l'enfant est dans le béli, c'est pour être caché aussi. Donc j'ai rien contre les belles photos, parce que même moi, j'apprécie énormément. Et peut-être que c'est peut-être pas la jalousie qui dit comme quoi j'en ai pas fait, non, ça n'a rien à voir, mais c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir préserver cela. Il faut pouvoir préserver, parce que tant que l'enfant est à toi, il est à toi. Une fois qu'il est dans ce monde, une fois que tu l'as fait sortir, il peut facilement être attaquable. Donc, il faut préserver ce que vous avez de précieux. C'est important. Alors, pour en venir dans d'autres souvenirs, en tant que femme, qu'entends-tu par femme? Femme étant que femme mariée, femme étant que femme de votre mari, en fait. Oh, mais écoute, la femme de son mari aime... je suis une amoureuse. Hein. Ah non, ça, au fait, je vais peut-être le dire, va vraiment m'entendre, chérie, je t'aime. Je suis vraiment une amoureuse. Ce que j'entends par amour, c'est le fait de pouvoir conjuguer ma relation tous les jours de manière différente. Nous la nourrissons. Nous veillons à cela. Nous sommes des romantiques, on aime se bisouter tout le temps. Même les enfants qui disent « Ah, la honte, arrêtez !» Ben non, on ne s'est pas arrêté. C'est mon meilleur pote, donc si je ne sais pas prendre le temps de discuter avec lui, de parler de nous, de nos projets, de nos douleurs également, de nos choix, je ne sais pas avec qui est-ce que je le ferai. C'est bien beau d'avoir des copines, des copains à l'extérieur, mais ce n'est pas du tout la même chose. Parce que lui, il te connaît dans ton intimité. Il te connaît, c'est sans masque, c'est sans filtre. Et je trouve que c'est important d'avoir véritablement une personne avec qui on peut vraiment partager cela. Alors, le plus beau souvenir que je puisse avoir de lui,
c'est lorsqu'il a eu à me faire sa demande, parce qu'il n'avait pas de bague, donc il m'a offert un truc en plastique. Donc c'était, voilà, donc à un moment donné, en fait, s'il était vraiment superficiel, j'aurais pu dire n'importe quoi, mais tu sais, quand tu sais que c'est l'homme de ta vie, quand tu sais que c'est ensemble que vous allez construire, peu importe, il aurait pu me donner une paille, j'aurais dit oui, quoi, tu vois, c'était why not? Et aujourd'hui, je crois que je vis la plus belle histoire, si ça sera recommencé, ben, je recommencerai avec lui, sans hésiter. Voilà. C'est très mignon. Alors, d'un point de vue professionnel, écoute, d'un point de vue professionnel, étant multicasquette, je pense que j'arrive à retirer du bon dans tout ce que je fais. Et j'ai cette grâce d'être quelqu'un d'assez ouverte pour accepter tant les critiques que la différence. Parce que comme je dis, ayant grandi dans un environnement, va-t-on dire, beaucoup plus européen ou américain, où les choses sont carrées, les choses sont dites, il y a des méthodologies, des stratégies bien faites. Voilà, un processus à suivre. Ici, c'est pouvoir constituer avec tout ce qu'on a. Donc tu ramasses, un jour tu as, le lendemain tu n'as plus, et puis après tu recherches. Donc voilà. Mais non, d'un point de vue professionnel, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de plus beau, parce que je sais qu'il y a encore de belles choses qui m'attendent. Mais je pense que le fait d'avoir fait l'ouverture des Jeux de la francophonie, alors là, c'était inattendu, parce que franchement, je n'y pensais pas du tout. Donc quand on est venu me chercher par monsieur Henri Désiré Nzouzi, et qu'il m'a dit, bah, écoute, c'est toi que je veux parce que j'aime ta folie, ton grain de folie et le côté un peu spontané, un peu beaucoup même spontané que tu as, ce serait pour moi un honneur que de le faire avec toi. J'ai dit, bah, écoute, pourquoi pas? Et donc je suis partie à l'aventure en me disant vraiment chaque jour, pourquoi pas jusqu'au jour J. Hein. Ah oui, il a fallu que j'entre dans cette arène, voir le monde qu'il y avait pour dire, ah ok, c'est le jour J au fait. Ok, so let's do it, let's go for it. Donc voilà, on l'a fait. Ok, non mais très belle expérience. Quand j'avais vu ça, j'ai été là ce jour-là. Et c'était très bien, une très belle prestation. Alors, petit à petit, on tend vers la fin. Déjà? Ouais, déjà. D'accord. Vous avez d'autres histoires pour nous? En tout cas, oh, mais des histoires, j'en ai tous les jours. Hein, j'en ai tous les jours. On parlait ici d'adaptation, d'acculturation. Ce matin, je me suis levée énervée parce que la nounou n'était pas encore là. Donc, j'ai dû cuisiner pour les enfants, leur faire leur gamelle, les préparer, me préparer. La prière du matin en famille, puis courir d'un tournage à un autre. Ben voilà, c'est ça ma vie, au fait. La fille qui ne s'arrête pas, non. Des histoires, j'en ai tous les jours. Je crois que ma vie est une histoire en permanence. En fait, je me suis même dit que j'allais peut-être tourner une télé-réalité sur ma propre life. Non, mais pourquoi pas, on sera nombreux à suivre. Hein. Encore une fois, je crois qu'il y a une petite partie d'intimité que j'ai envie de garder pour moi. Ok, d'accord. Alors, nous sommes petit à petit, on est arrivé à la fin de l'émission. Mais après, vous avez un conseil, d'abord, aujourd'hui, du haut de vos 17 ans de mariage, à donner à toute la jeunesse qui nous suit. Alors, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, surtout par nos familles, on est vite oppressé par elles en disant le temps. Tu as 24 ans, tu n'es pas marié. T'en as 30, tu n'es pas marié. T'en as 35, tu n'es pas marié. Au fait, le mariage, ce n'est pas une question de temps. Je pense qu'il y a un temps pour tout. La parole de Dieu nous le dit. Et je pense qu'il y a un moment pour chaque femme ou pour chaque homme d'ailleurs. Hein. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Évitez d'être superficiel. Surtout, n'oubliez pas que la réalité n'est pas la vérité. Ce que Dieu a prévu pour vous n'a rien à voir avec ce que vous vivez actuellement. J'aimerais vous dire encore une fois, et je l'ai dit, soyez précis dans ce que vous voulez. Sachez qui vous êtes, sachez ce que vous valez et sachez où vous voulez aller. Cela pourra vous aider à déterminer le type de femme ou d'homme dont vous avez besoin pour pouvoir vous accompagner sur ce chemin qu'est la vie. Ne soyez pas pressés de dire « je t'aime ». Aimer, ça s'apprend avec le temps. Aimer, ça se conjugue avec le temps. Cette histoire de « oh, j'ai eu le coup de foudre, il était beau », un coup de foudre, habituellement, ça tue. Donc, il faut éviter de mourir avant l'âge. Et j'aimerais vous dire que par la foi en tout cas possibilise et matérialise. Donc c'est à vous d'y croire. Et ensuite, vous vivrez le plus beau des mariages. Okay. Un peu comme moi. Merci beaucoup pour ce conseil. Alors un conseil à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre, jeunes hommes, jeunes femmes, un conseil particulier que vous avez à leur donner tant que coach, et tant que motivatrice, et tant que, influenceuse. Vous nous influencez positivement à cause de ce que vous faites. Vous êtes une femme influente aujourd'hui à cause de ce que vous êtes. J'aime pas vraiment le mot influent dans le sens où, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais je parle pour moi. Je sais qu'il y a des influenceurs, des influenceuses, et on utilise vite les termes, voilà, à chaud. Tu sais, encore une fois, je n'ai qu'un seul modèle, c'est Christ. Ce sont les œuvres qui doivent parler, pas la personne. Si je peux m'effacer pour permettre aux œuvres de parler d'elles-mêmes, parce qu'un jour je partirai,
alors faisons les choses ou faisons en sorte que nos œuvres, que ce soit vous ici à Face TV, puissent parler le jour où toi tu ne seras plus, ou monsieur. Et c'est très très important. Donc moi, ce que j'aimerais dire à tout jeune, ou même tout vieux, pourquoi pas, parce que voilà, à un moment donné, on ne sait plus qui est jeune, qui est vieux, peut-être même moi, je peux paraître comme étant la grand-mère de quelqu'un là aujourd'hui. J'aimerais tout simplement vous dire de croire en vous. Il est important de croire en soi. Mais on ne peut pas croire en soi si on ne se connaît pas. Donc prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de savoir quel est ce poids que vous avez en société. Prenez le temps de découvrir quels sont vos dons, quelles sont vos compétences. Prenez le temps de savoir quelles sont les actions ou les actes à poser pour pouvoir justement matérialiser ce que vous êtes ou ce que vous souhaitez devenir. Et une fois que vous avez tout ce package et cette liste faite, j'aimerais vous dire, écoutez, croyez-y, continuez à rêver, persévérez et faites-vous surtout bien accompagner. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Un mot de la fin? Ah, parce que je pensais que c'était déjà la fin. Ah, non. Pour clôturer, je sais pas. Non, pour clôturer, bah, d'abord, j'aimerais dire merci à Face TV pour l'invitation, parce que voilà, je ne vous connaissais pas et c'est vraiment... j'aime beaucoup le concept du Métaraconte. C'est vrai qu'on aurait pu passer, va-t-on dire, toute une journée et même toute une sortie ensemble pour vraiment vivre ma vraie vie. Mais à côté de cela, j'aimerais tout simplement dire à tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à être vous et à rester connectés aussi sur Métaraconte, parce que des histoires, vous en entendrez, et des choses à raconter, je crois qu'il y en a pas mal. Donc, merci beaucoup, Madame Hello. Hello. Je vous en prie.